Bonjour, bienvenue à cette 6e balado. Mon nom est Francesca Sinotte. Je suis chargée de cours au département des sciences et d'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et vous assistez aujourd'hui à une balado dont la thématique est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la grammaire sans jamais avoir osé le demander. Mes invités aujourd'hui sont Priscilla Boyer, qui est professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et spécialiste de la didactique de la grammaire, et Antoine Dumaine, qui est chargé de cours à l'UQTR, qui est à terminer son mémoire de maîtrise sur le complément de la phrase. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet, ma foi, bien particulier parce que c'est le verbe et la conjugaison. Et de ce que je me rappelle quand j'étais enfant au primaire, et ça fait quand même un certain nombre d'années, on apprenait les verbes par cœur. Quand j'ai enseigné au primaire, bien, je reproduis cette façon de faire-là. Et aujourd'hui, parce que je côtoie des enseignantes, ma foi, ça me semble être encore cette façon de faire qui est priorisée, de faire apprendre les verbes par cœur en leçon le soir à la maison. Mais là, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Oui, c'est une très bonne question. Tu sais, ça ouvre vraiment cette question-là, pas mal de boîtes qu'on va essayer de fermer aujourd'hui, ou en tout cas d'aborder, là. À la base, c'est vrai, là, je le constate aussi dans les milieux, les enseignantes ou les étudiantes, même moi, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on fait avec la conjugaison? Tu sais, comment on enseigne le verbe aux élèves? Et puis, ça finit souvent par, c'est ça, par des... Aujourd'hui, on apprend le verbe voir, puis la semaine prochaine, ça va être le verbe faire, puis la semaine prochaine, non. Au présent, puis après ça, on passe à l'imparfait, puis ainsi de suite, puis on passe tous les verbes de cette façon-là. Je suis pas sûre que c'est la meilleure technique. À la base, il y a déjà un problème de compréhension de c'est quoi la conjugaison chez les enseignantes. Le meilleur exemple, c'est de leur demander, je la pose d'ailleurs la question aux gens qui nous écoutent, tu sais, c'est quoi un mode? Puis c'est quoi un temps? Pourquoi est-ce qu'on a d'un côté des modes? Donc, on a un système de classement là, de la conjugaison par mode, puis on a un système de classement de la conjugaison par temps. Et c'est pourquoi? Pourquoi, peut-être même je pourrais être plus précise, pourquoi est-ce que le conditionnel qui était avant un mode est rendu un temps? Est rendu un temps. Qu'est-ce qui a décidé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, je suis certaine que vous n'êtes pas capable de me répondre. Ben, je ne ferai pas de tentative. C'est bon. Puis le public non plus, à mon avis. Des fois, là, dans les formations, j'ai une ou deux profs là, du secondaire qui me donnent une définition presque apprise par cœur, tu sais, du mode. Mais dans les faits, c'est pas super fonctionnel. La différence entre un mode et un temps, c'est que une des façons de le conceptualiser pour que ça soit simple à comprendre pour les élèves, c'est qu'un mode, c'est, dans le fond, la position que le verbe va occuper dans la phrase. Donc, un mode ne peut pas remplacer un autre mode. C'est impossible. Tu sais, si, dans cette position-là, je dois avoir de l'infinitif, je ne pourrais pas remplacer ça par de l'indicatif, tu sais. Pour manger, il faut un couteau puis une fourchette. Bien, je ne peux pas dire « pour manger », ou je peux pas dire, je peux pas changer mon verbe, c'est l'infinitif. Ça prend de l'infinitif. Ça prend de l'infinitif. Tandis qu'à l'intérieur d'un mode, je peux changer tout le temps les temps. Mm-hmm. Là, je peux mettre le passé, le futur, ça peut être une action qui est finie ou une action qui se poursuit, peu importe, mais je peux changer à l'intérieur. Alors, le conditionnel, ben son défi, c'est que, en fait, on peut le remplacer par un autre temps. OK. Presque tout le temps. Parfois, ça va accrocher sa concordance. Exact. Puis c'est pour ça qu'il est un peu à cheval sur les deux, à la fois un mode, à la fois un temps. Il y a une ambivalence, tu sais, le conditionnel. Fait que ça, c'est précieux, là, ça, comme information. Mm-hmm. C'est ce qui justifie que les élèves utilisent le truc mordre, mordu, pour trouver si mon verbe est à l'infinitif ou si c'est mon verbe au participe passé. C'est la raison derrière le truc, c'est que, dans le fond, je valide le bon mode qui doit se placer là parce que les modes sont irremplaçables. Okay. Je ne peux pas les remplacer par un autre mode.
Fait que juste, ça, c'est une affaire, là. Une affaire. Fait que on connaît pas le système de la conjugaison. Mhm. Puis honnêtement, pour les enseignants, c'est pas tant de leur faute. Je dois être honnête. Je pense qu'on doit l'être aussi. Quand est-ce qu'ils ont eu de la formation sur la conjugaison? Quand est-ce que tu donnes la formation sur la conjugaison? Ouais, on en parlait tantôt. Là, probablement que par cours, si je suis capable de donner 3 heures sur la conjugaison, mais en même temps, ça prend, comme tu le dis, il y a tellement de choses. Juste parler de mode temps puis les impacts que ça peut avoir, je peux faire 3 heures parce que là, on peut parler de concordance des temps. Tu sais, je t'entendais parler distinguer infinitif-participe, mais quand je suis à l'université, admettons avec la concordance des temps, mais c'est avec la distinction indicatif-subjonctif aussi qui peut se faire. Oui. Oui. Fait que juste ça peut prendre un cours de 3 heures. Là. Effectivement. Puis souvent, bien, on a un peu d'informations pour les enseignants du primaire dans leur cours de fondement. Puis on retrouve parfois dans le didactique de l'écriture, tu sais, on va en aborder un peu, mais c'est comment renouveler ses pratiques quand, à la base, on ne comprend même pas ce qu'on enseigne. Mm-hmm. Donc c'est une question, je pense que oui, on peut faire mieux. Je pense que ça commence par une meilleure connaissance du système. Je ne comprends pas qu'à l'université, après 12 ans, 13 ans de scolarité, 14 ans de scolarité, il y a des étudiantes dans nos cours qui réalisent pour la première fois que la conjugaison est séparée en 2 morceaux. D'un côté, des temps simples. Puis de l'autre. Des temps composés. Puis en fait, d'abord, c'est stupéfiant qu'on ne réalise pas ça, mais même quand on regarde des Becherel, c'est pas disposé de façon à ce qu'on comprenne là, qu'il y a toujours un temps simple et un temps composé. Pour chaque temps simple et son temps composé, c'est une régularité là, vraiment super belle qui est très fonctionnelle. Mais en plus, que les tableaux de conjugaison de Becherel ne montrent pas, c'est que dans les faits, il n'y a pas 2 modes de construction du verbe, temps simple, temps composé, il y en a 3. Okay. Mais on fait semblant que ça n'existe pas, le 3e. Le 3e, c'est toute l'utilisation de ce qu'on appelle des semi-auxiliaires. Je mange, j'ai mangé ou je suis mangé et je vais manger. Je peux manger, je veux manger. À chaque fois, c'est le verbe manger, mais il se construit en 3 constructions différentes. Temps simple, temps composé, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire avec l'auxiliaire avoir et être. Et ensuite, on a les temps avec semi-auxiliaire. On voit un peu ça au primaire avec le futur simple, mais c'est pas présenté de même. C'est encore une fois présenté par cœur, apprends ton futur simple par cœur. C'est pas montré que c'est... Dans le fond, il y a 3 façons de construire un verbe en français, puis c'est toujours le verbe manger. À la fin, il est juste modalisé. Je veux, j'aimerais manger, je vais manger, etc. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à penser le système de conjugaison comme ça, c'est que là, tu commences à clarifier des choses. Dans mon temps simple, ça va. Avec les élèves, dans le fond, c'est ça qu'il faut apprendre. Parce que qu'est-ce que c'est le temps composé? C'est avoir et être avec le participe passé. C'est ça, mon temps composé. Donc, si je le maîtrise déjà, mon avoir et être, je n'ai pas à réapprendre mon temps composé. Je vais me concentrer sur les temps simples. Puis, ce qui est intéressant avec les semi-auxiliaires, c'est que c'est plus un participe passé, là. C'est un verbe à l'infinitif. Donc, la différence entre mon ER et mon E accent aigu, là, elle s'explique ici, là. Ouais. Puis, elle trouve une explication puis une compréhension dans le système. Puis, encore une fois, ça, c'est une chose. Mais si je peux me permettre, je te poserais la question, c'est quoi les raisons derrière les erreurs des élèves? Oui. Bien, c'est un autre élément qui rajoute vraiment de la complexité, moi, je pense, à l'enseignement de la conjugaison, c'est que derrière l'erreur des élèves, il y a au moins 3 éléments différents. Antoine l'a évoqué un petit peu tantôt, là. L'idée, d'une part, c'est la connaissance du système de conjugaison. Donc, savoir qu'à l'imparfait, ça va être les terminaisons AIS, AIS, AIT. Bon. Donc, il y a une connaissance de la terminaison et du système de conjugaison. Après, mais c'est pas suffisant. Ben non, parce qu'après ça, il faut aussi que l'élève ait une connaissance de la concordance des temps à l'intérieur d'un texte. Donc, comment est-ce que je les enchaîne, tu sais? Est-ce que je suis au futur? Est-ce que je suis au futur simple? Est-ce que je passe à l'imparfait? Quand est-ce que...
Donc, il y a des erreurs qui se situent du niveau de la concordance, quoique chez les francophones, on a un instinct de ça. Là. Bon, à force d'avoir lu, là, il y a des erreurs qu'on commet moins, mais tantôt, tu parlais du subjonctif. Tu sais, la question d'utiliser le subjonctif adéquatement dans le texte, il y a bien des adultes encore qui rencontrent avec les des élèves, défis. là, le passé simple, jouer sur passé simple imparfait dans la narration, là, à quel moment je suis au passé simple, quand je suis à l'imparfait. Des fois, les élèves vont retourner au présent. Oui. Parce qu'ils sont dans le feu de l'action. Il y a ça aussi là, avec la concordance des temps à Absolument. travailler. Puis surtout que le passé simple, c'est un temps de verbe qui est en train de mourir, en fait. Là. Il n'existe plus que dans les textes, certains types de textes. Puis quand est-ce que tu entends quelqu'un parler en passé simple? Hein? Nous fûmes satisfaites de... Oui, c'est cela. mais avant d'aller plus loin, vas-y. je veux juste terminer. On oublie aussi qu'il y a l'accord. Oui. Donc, en plus de la connaissance du système, en plus de la notion de concordance, ben il faut qu'il trouve un sujet. Il faut qu'il identifie que c'est un verbe, il faut qu'il trouve un sujet, puis il faut qu'il réussisse l'accord avec le sujet. Donc, déjà, là, il y a 3 niveaux d'erreur qui viennent de rentrer. Tu sais, je vous donne un exemple. Il faisait, OK? F-E-S-A-I-T. Bon, c'est F-A-I, c'est pas F-E, OK? Mais l'élève qui fait cette erreur-là, est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas son système de conjugaison? Est-ce que c'est un problème de concordance ou d'accord? En tout cas, les 2 derniers, non. Peut-être qu'il ne connaît pas tant son système de conjugaison, mais à la base, il ne connaît pas le radical. C'est même pas la finale qui est problématique. Donc, c'est pas sa terminaison qu'il ne maîtrise pas, c'est le radical. C'est quasiment une erreur d'orthographe lexicale. Oui, c'est une erreur d'orthographe lexicale. Donc, en partant de ça, c'est là qu'on a des vraies pistes pour enseigner. Parce que, dans le fond, quelle est la nature de l'erreur de l'élève? Et à partir du moment où on identifie correctement la nature de l'erreur, bien là, on peut mettre en place des systèmes. Est-ce que ça va être enseigner le sujet, la reconnaissance du verbe, puis l'accord avec le sujet? Est-ce que ça va être d'enseigner les terminaisons? Est-ce que ça va être d'enseigner, d'aller travailler des verbes dont les radicaux sont compliqués, comme notre fameux verbe « faire ». Bien, à ce moment, tu sais, on n'aura pas... on n'a pas les mêmes problèmes, donc on ne met pas la même solution. Mais la raison pour laquelle on apprend les verbes, c'est pour écrire. Oui. Puis bon, bien, à ce moment-là, est-ce que ça serait bon de donner une piste aux élèves en disant, ben là, vous allez écrire un texte au présent pour maîtriser le présent? C'est excellent. Oui, c'est sûr qu'il faut faire écrire, puis il faut faire écrire en contexte. Bien, c'est ça. Quand on fait écrire en contexte, bien là, à ce moment-là, on mobilise tous les systèmes en même temps. La concordance, l'accord, puis les connaissances qui ont de la conjugaison. Tu sais, la tâche est complexe. Le présent, on parle des enseignants du primaire, là. Le présent, c'est le temps de verbe le plus difficile. C'est celui qui a le plus d'exceptions. C'est celui qui a le plus d'irrégularité. Le temps de verbe le plus régulier? L'imparfait. L'imparfait. Il est parfait, l'imparfait. Il est parfait, l'imparfait. Il n'y a presque aucune exception. Ça va toujours être AIS, AIS, AIT. Donc, pourquoi enseigner l'imparfait du verbe vouloir, l'imparfait du verbe faire? Pourquoi faire ça? Ça ne sert à rien. Enseigne l'imparfait. Tu vas tout faire les verbes en même temps, ça va être fini. Tu sais, ça va être réglé. L'autre, tu me parlais de ton texte au présent. L'autre défi, là, c'est que quand les élèves utilisent des verbes, ils utilisent très souvent les mêmes verbes. Puis on fait ça nous autres aussi. Là, vous n'êtes pas obligés de leur taper sur les doigts. Là. Quels sont les 10 verbes les plus fréquemment utilisés, Antoine? Avoir et être pour sûr. Oui, certain. Faire. Oui. Probablement pouvoir parce qu'il est modalisateur. Effectivement. Vouloir. Oui. On n'est pas pire. J'en ai 5, 6. J'en ai 5, 6. C'est bon. Être, avoir, faire, dire, aller. Donc, ça, c'est le nœud, là. Ça, c'est le nerf de la guerre. Puis ensuite, tu as voir, savoir, pouvoir, falloir, vouloir. Ça, c'est mes 10 verbes les plus fréquents. Je veux juste faire une petite... une aparté. Un aparté? Une aparté. Tu nous as dit que pouvoir était modélisateur. Semi-auxiliaire, tu sais, ça va être la différence entre dire je mange ou je peux manger. OK. Je vais quand même aller changer mon sens. Okay. C'est ça, c'est ma 3e colonne de tantôt. Je comprends. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours utilisé comme avoir et être. OK. On l'utilise souvent. Là. Je peux faire, je peux dire, je peux manger dans les textes, ça apparaît souvent. Comme je vais faire,
je vais manger, etc. Fait que c'est pour ça que, vu qu'ils sont couplés avec d'autres verbes, bien forcément, c'est eux qui apparaissent le plus. Hein? Donc, vous avez constaté que dans ma liste, le verbe « aimer » n'est pas là. Mais non. Le verbe « finir » non plus. C'est des verbes modèles, mais ce n'est pas des verbes usuels. Et des 10 verbes que je viens de nommer, ils sont tous irréguliers. Et on a les 2 pires là-dedans, avoir et être. OK. C'est comme si on demande, parce qu'on n'a pas le choix, c'est pratico-pratique, mais on demande à des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, d'apprendre en commençant par le pire. Moi, je vais t'apprendre le pire en partant. Avoir, être, faire, dire et aller. Ben oui, mais en même temps, ils les font apprendre par cœur. Donc, dans ce cas-là, platement, on n'a comme pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de régularité dans ces verbes-là. Puis surtout, le verbe avoir et être, c'est des verbes qui vont être utilisés dans tous les textes à cause du temps composé. Fait qu'on n'a pas le choix de les faire apprendre par cœur. Puis un élève du début de secondaire qui n'a pas maîtrisé encore avoir et être puis qui fait encore des erreurs de base est en très grande difficulté. C'est comme un baromètre, là. OK. Pour la difficulté, là, au présent, là, c'est pour entrer le son, c'est encore SON, là. C'est très rare, mais si c'est le cas, ça veut dire que ça fait 6 ans là, que c'est pas rentré. Là. Puis à force de lire tout ça, il n'y a rien que sur le plan lexical. Là, par contre, tous les autres verbes, là, c'est des verbes réguliers, donc il faut enseigner par les régularités. On enseigne l'imparfait. On va régler l'imparfait là, d'un coup quand ça va être le temps. Conditionnel. Bien, ça va souvent ensemble, oui, l'imparfait, le conditionnel. Tu sais, dans une balado précédente, je parlais de l'importance d'enseigner, de co-construire des notions ensemble. Bien, c'est la même chose avec le système de conjugaison. On co-construit ensemble. Fait on pourrait enseigner l'imparfait et le conditionnel en même temps pour montrer en quoi sont pareils, en quoi sont différents, puis comment dans un texte, on les emploie pas tout à la même place. Ça ne veut pas dire du tout la même affaire. Donc, il y a du boulot, là. Il y a du boulot à faire. Puis sur le plan de la réflexion didactique, là, il y a des mémoires puis des thèses qu'on attend qui s'écrivent, là. Ah oui? Ben oui, parce que c'est vraiment un sujet non traité. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion souvent de voir des choses sur la conjugaison, mais moi, j'en ai pas vu souvent. Il y a un mémoire de Marilyn Boisvert qui aborde la question de la conjugaison. On a quelques textes là, qui viennent d'Europe, mais pour vrai, il n'y a personne de didacticien, comme moi puis Antoine, qui s'est assis là, pour dire, bon, ben là, je vais réfléchir à comment on peut enseigner la conjugaison au primaire. Par quoi on devrait commencer, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis, en considérant nos 3 systèmes dont je parlais tantôt, à la fois parler d'accord, à la fois parler de concordance, puis à la fois embarquer dans la conjugaison elle-même. Ça pourrait être un bon sujet pour ton doctorat. Je pense qu'elle vient de te le demander subtilement. Non, il est déjà. Je l'ai déjà vu sur un autre dossier. OK, il est déjà sur un autre dossier. Qui est celui de la ponctuation. Peut-être qu'un jour, on pourra en parler. On s'attardera sur la ponctuation. Oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait les mêmes choses depuis tout le temps. Tu sais. Peut-être un dernier point que j'aimerais dire, juste pour ramener, pour qu'on prenne vraiment conscience à quel point c'est difficile pour les élèves de maîtriser le verbe à l'écrit. Tu sais, tantôt, tu me disais que c'était à l'écrit, là. Ben oui. Bien, effectivement, c'est à l'écrit le problème. Mettons le crayon, là. Bon, déjà, c'est pas un mot facile. Disons, le crayon, j'ai 2 façons de l'écrire. J'ai crayon, O-N, puis j'ai crayon, O-N-S. Donc, quand les élèves arrivent pour écrire crayon, bon, il y a le ion là, à régler, là, mais disons que ça, c'est fait. Et ils ont 2 possibilités de choix. Quand j'arrive avec l'adjectif, c'est soit que j'ai 2 possibilités ou j'en ai 4 là, pour les adjectifs qui vont varier en genre, ce qui n'est pas le cas de tous les adjectifs, soit dit en passant. Mais quand j'arrive au verbe, potentiellement, j'ai à peu près 94 formes différentes où je peux écrire le verbe. Donc, il peut s'écrire de 94 fois de 94 formes manière, différentes. Ouais. Évidemment, il n'y a aucun verbe ou à peu près qui s'écrit de 94 façons différentes parce que, dans le fond, il y a beaucoup de façons qui sont similaires à l'intérieur de tout ça. Mais il reste que c'est pas rare qu'un verbe peut s'écrire de 25, 30 ou 40 façons différentes. Fait que l'élève, quand il écrit le verbe, il doit choisir parmi toutes ces graphies-là
laquelle est la bonne. C'est pas 2, là, c'est 50. Là. Et puis, juste, c'est sûr que le son peut le pister, mais pensez au son en « et ». Le verbe « arriver » s'écrit de 7 façons différentes. EZ, E accent aigu, S, E accent aigu, ES, E accent aigu, S. L'as-tu dit celle-là? AI. Qu'est-ce qui me manque? ER. ER, ben oui, de base. Donc c'est difficile. Alors, l'élève n'a pas le choix de faire une analyse. Et on demande à des petits bouts de chou très jeunes de réussir à cette analyse-là, alors que leur pensée formelle n'est même pas encore stabilisée, puis qu'ils sont en train de construire de l'abstraction, puis c'est pas si évident que ça, là, réussir. Donc, il faut comprendre l'ampleur du défi. Il faut comprendre l'ampleur du défi. Puis vos élèves qui sont bons dans votre classe, là, ils ont un instinct automatique. Bien, il y a des élèves qui ne l'ont pas, cet instinct-là. Puis eux autres, ils doivent passer par la compréhension pas mal plus ardue, tu sais. Alors, il faudrait réviser la façon d'enseigner les verbes. Oui, oui. Mais ça part pas seulement... C'est une réflexion que j'appelle les enseignantes à avoir, mais les didacticiens aussi, on devrait réfléchir à ça ensemble, en fait. Oui. Parce que c'est un enjeu, là, c'est un enjeu important, puis c'est probablement l'erreur la plus fréquente, là. C'est la classe de mots sur laquelle il y a le plus d'erreurs quasiment. Donc, il y a une réflexion réelle à avoir là-dessus. Bien, peut-être qu'on se penchera dans une balado sur cette réflexion-là ultérieurement. Je vous remercie beaucoup, Antoine et Priscilla. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci.